Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Réconcilier service bancaire et customer care, le défi fou de Memobank. Jean-Daniel Guyot, CEO et cofondateur de Memobank à Paris. Nous, on a toujours considéré que ça reste du commerce et que le commerce, c'est un lien social. C'est un lien qu'on va créer au fur et à mesure. C'est vraiment comme dans toute relation. Au début, ce lien est faible, est petit, est ténu. Et au fur et à mesure, on va renforcer ce lien. Et le commerce fonctionne comme ça. Au cours de cet épisode, Jean-Daniel nous raconte ses expériences Wizgo puis Captain Train, des aventures entrepreneuriales où il prend conscience que la relation client est au cœur de tout. Après avoir fait une analyse très détaillée de l'organisation des banques, programmé des rencontres avec l'autorité de tutelle et défini les besoins des PME, l'équipe fondatrice de Memo dessine sa banque en prenant en compte les métiers et les contraintes, mais en y apportant un nouvel éclairage. Ils reprennent tout à zéro et mettent la relation client au cœur de leur infrastructure bancaire. Que ce soit pour diversifier leurs établissements bancaires ou pour des projets de financement, les PME accèdent à toute une palette de services. Jean-Daniel parcourt avec soin les offres autour des 3 métiers de la banque, le dépôt, le crédit et le paiement. Ce dernier revient sur les tours de financement avec Daphne, Blackfin, la BPI, Founders Futures et leurs advisors. Enfin, nous comprenons quelle est la culture que ces nouveaux banquiers distillent dans leur société. C'est un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais n'en perdez pas une goutte, c'est passionnant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Jean-Daniel. Bonjour Solène. Alors merci pour ton accueil chez Memobank aujourd'hui. Je suis vraiment très contente que tu aies répondu à mon appel, à mon invitation. Avec grand plaisir. C'est un épisode très important pour moi. C'est un épisode qui traite de la banque, je dirais la banque de nouvelle génération. Donc on va y passer beaucoup de temps. Avant qu'on commence, est-ce que je peux te demander de te présenter aux auditeurs ? Et alors un des éléments que j'aimerais que tu précises, c'est ton expérience chez Captain Train et tout le volet expérience client. Si tu pouvais juste un petit peu approfondir sur ce sujet-là, s'il te plaît. Alors oui, je vais essayer de le faire court. J'ai une formation donc à la base d'ingénieur et je me suis lancé assez vite dans ma carrière en tant qu'entrepreneur, d'abord en freelance, où j'ai commencé à avoir des clients. J'ai rencontré le monde des startups par ce biais, puisque j'ai commencé à avoir des startups comme clients. Et un jour, une startup m'a recruté et puis je suis rentré là-dedans. Cette startup, elle s'appelait Wizgo à l'époque et ça a été un des grands succès des années 2007-2008 qui a malheureusement explosé en vol. Ça arrive, les startups peuvent, la plupart du temps en fait, peuvent exploser en vol. Et à la suite de ça, avec donc 2 personnes de Wizgo, on s'est lancé dans une aventure qui s'appelait Capitaine Train et qu'on a renommé ensuite Captain Train. Et cette aventure, c'était de vendre des billets de train et donc de profiter de l'ouverture à la concurrence de ce marché-là. Donc à l'époque, on s'est dit, s'il y a une ouverture de ce marché, c'est qu'il y a un marché. C'est pas forcément un raisonnement très intelligent, mais en tout cas, on est rentré là-dedans par ce biais. Et on a commencé à se dire que la meilleure façon d'aborder ce sujet, c'était l'expérience client. C'est-à-dire qu'en gros, on vendait une commodité, le billet de train. Tout le monde connaît. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un ce qu'est un billet de train. Je n'ai pas besoin de lui décrire qu'il va aller dans une gare, qu'il va prendre un train, etc. etc. Toute cette expérience, il l'a vécue depuis qu'il a 4-5 ans. Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer ce qu'est le produit. Donc ça, c'est vraiment la commodité parfaite. Le but du jeu, quand on vend une commodité, c'est de la vendre le plus vite possible. Puisque je n'ai pas besoin de lui vendre vraiment le produit, j'ai besoin par contre que cette personne l'ait dans les mains le plus vite possible. Et c'est ce on considérait qu'à l'époque, Voyage SNCF, donc, qui était le monopole de l'opérateur historique sur la vente de billets de train en ligne, on considérait qu'il le faisait mal. Donc on est rentré dans ce marché en se disant on va le faire mieux et on va tout axer sur l'expérience client, à la fois sur l'aspect technique. Donc, comment, en quelques clics, on peut arriver à avoir son billet de train le plus rapidement possible. Et comment on accompagne ça aussi, par le plus d'humanité possible, le plus d'humain possible. Parce que nous, on a toujours considéré que ça reste du commerce et que le commerce, c'est un lien social. Et c'est un lien qu'on va créer au fur et à mesure. C'est vraiment comme dans toute relation.
Au début, ce lien est faible, est petit, est ténu, et au fur et à mesure, on va renforcer ce lien. Et le commerce fonctionne comme ça, évidemment. Et donc, notre but du jeu, ça a été toujours de renforcer ce lien au maximum. Et donc, et nous, on avait une chance avec ce produit-là, c'est qu'en fait, dans le billet de train, il y a 15% d'après-vente. Donc, pour 100 billets achetés, 15% vont avoir besoin soit d'un échange, d'un remboursement ou tout autre problème du type « j'ai été coincé dans cette gare ». C'est énorme, 15%, c'est énorme, ouais. Et donc, c'est vu comme un handicap par la plupart, comme une grosse contrainte en tout cas. Nous, on l'a vu comme une énorme opportunité d'aller à chaque fois qu'il y avait un problème, renforcer ce lien. Et donc, on a mis une équipe d'expérience client, enfin de support client. Là, il y a plein de noms pour décrire ça, mais c'est à peu près la même chose à chaque fois, pour mettre le maximum d'intelligence et d'empathie au moment du problème. Et souvent, en plus, quand on est dans le voyage, parce que, bon, bien sûr, c'est du transport ou du voyage, le billet de train, il y a une nuance, il y a des gens qui vont faire du transport tous les jours pour aller au travail, puis il y a des gens qui vont voyager. Et souvent, dans le voyage, il y a du stress. Et du stress, c'est accompagné de stress parce que je fais du voyage, donc je ne sais pas l'expérience que je vais avoir, je ne sais pas exactement où je vais, enfin, il y a plein d'incertitudes. Et donc, ça crée du stress. Et donc, on arrive à des problématiques compliqué pour les gens parce que on a des enfants, on peut être seul avec 3 enfants, et puis ça devient compliqué d'un coup parce que tel ou tel problème. Et dans ce cas-là, il faut mettre le maximum d'empathie, essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé et essayer de résoudre à tout prix, mais vraiment à tout prix, les problèmes. Et donc, on a commencé à recruter une équipe de service client qui avait vraiment ces caractéristiques, donc énormément d'empathie, très bien qualifiée. Et on leur a dit, vous mettez le maximum d'intelligence et d'humour aussi. On leur a vraiment permis ça. Vous ne suivez pas de script, il n'y avait pas de script, et vous essayez de résoudre les problèmes. Et nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la technologie pour accompagner ça et pour vous aider au maximum à garder cette empathie, cet humour, cette humanité. Et ça a réussi, a priori, parce que les chiffres qu'on a obtenus sont quasiment inégalés, même à l'échelle mondiale, il n'y a pas beaucoup d'exemples. On avait 95% de récurrence annuelle. Donc, 95% des gens qui venaient acheter un billet une année revenaient l'année d'après, etc. Et pour donner un ordre d'idée, dans le e-commerce classique, on est plutôt sur des chiffres il y a même des sites de e-commerce qui vont jusqu'à 3-4%. Ah ouais. Donc c'est fou. On rachète tout le temps, mais on rachète tout le temps son client. Donc on est toujours à essayer par des biais de SEO, par des biais de SEM, par toutes les publicités possibles, à aller racheter son client parce qu'il faut qu'il tape sur Google je veux acheter ça. Alors que nous, on voulait qu'ils retiennent la marque, qu'ils retiennent que Captain Train, c'était ça, c'était cette expérience, on voulait vraiment, nous, notre modèle, c'est la boulangerie. Une boulangerie, c'est assez génial quand c'est bien fait. On entre, on a du sourire, on a du conseil, on a des bonnes odeurs, on a de la vitesse aussi, de la rapidité. C'est-à-dire que si je veux juste ma baguette, je vais assez rapidement. Le paiement est facile et on aime bien y aller. Parce que c'est pareil, c'est une commodité. On n'a pas besoin que la boulangère nous explique ce qu'est une baguette. C'est vraiment la même chose. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est ça notre modèle. Et il n'y a pas de raison que sur Internet, peu importe le volume de vente, peu importe le produit, on n'arrive pas à cette même expérience-là. Et donc, par contre, il faut mettre énormément de technologie au service de ça. Et pas se dire que la technologie est là au service juste de la vente, mais surtout au service de la relation client. Voilà. Donc, ça a été notre modèle. Ça a plutôt bien fonctionné. Et on a fait ça à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout de suite, on s'est dit, bon, la France, c'est un beau marché, évidemment, du train, mais il y a d'autres marchés du train, et on a voulu vraiment créer une Europe du train. Et on était les premiers à le faire. Donc, vraiment avoir ce qu'on appelle un moteur d'itinéraire qui permette, d'un point A à un point B partout en Europe, d'avoir tous les transporteurs de train et tous les transporteurs de cars, et d'avoir les meilleurs tarifs. Voilà. Donc on était sûr, quand on venait chez Captain Train, non seulement qu'on aurait un bon service, mais qu'en plus on aurait les meilleurs tarifs. Et donc c'était vraiment important pour nous. On est monté jusqu'à 62 personnes de mémoire, jusqu'au moment où notre principal... c'était pas un concurrent à l'époque, mais on allait attaquer le marché britannique. Et sur le marché britannique, par contre, il y avait un acteur qui existait depuis longtemps, depuis 1997, qui s'appelait The Trainline à l'époque, maintenant qui s'appelle Trainline. On a commencé à discuter avec eux, on a commencé à discuter d'un projet. C'était ça qui nous a intéressés plutôt que juste se faire racheter. Et donc, on a créé un projet avec eux. Et en 2016, on a revendu Captain Train à Trainline. Donc, on a créé un groupe
vraiment européen. On a essayé de faire ça très bien. Il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de diversité. 3 bureaux, donc Londres, Paris et Édimbourg. Et puis des country managers qui allaient partout en Europe pour aller au contact des transporteurs et des clients. Et voilà, et j'ai accompagné ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. On est rentré en bourse en 2019. On a fait la première entrée en bourse post-Brexit à la Bourse de Londres. Ça s'est très très bien passé. Et voilà. Et donc après, après, t'avais encore faim. Donc du coup, vous êtes partis sur Memo et du coup, vous êtes repartis tous les 3. Les 3 cofondateurs ou tu es reparti tout seul? Non, alors je suis reparti avec des personnes de Captain Train, mais qui n'étaient pas les fondateurs de Captain Train, qui étaient déjà partis en fait en 2014 de mémoire, 2015. Oui. Du coup, j'ai continué avec des personnes qui étaient de Captain Train et qui étaient dans mon cercle proche, on va dire, de travail. Et voilà, notamment Jonathan Lefebvre, dont je loue le livre auprès de tous les gens que je croise. Non mais franchement, ce livre est incroyable parce qu'il décrit exactement la façon dont vous avez traité vos clients quand vous avez mis en place tout le service, le customer care de Captain Train. Moi, je suis très fan. Ouais, je vous ai donné la vision de mon point de vue. Et effectivement, Jonathan a monté tout ça. Ouais. Donc, il a cravaché pour créer quelque chose dont on rêvait. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'obsession du service client, que je recommande aussi, évidemment. Nous, on en a 10 exemplaires dans le bureau qu'on donne un peu à tout le monde. Et ça retrace effectivement côté du coup service client, ce qu'on a pu faire, l'expérience qu'on a voulu créer. Et Jonathan nous a rejoint en fait récemment dans le projet parce que pendant 3 ans on a travaillé sans clients. Maintenant on a des clients, donc on s'est dit qu'on allait retravailler ensemble et ça nous fait très très plaisir de retravailler ensemble. Super. Alors vous êtes partis sur vous vous êtes dit, c'est incroyable. Vous vous êtes dit, on va monter une banque. Rien que ça. Alors, quand on sait ce que c'est que de monter une banque, ça veut dire qu'il faut être, au niveau réglementaire, il faut être agréé par le régulateur bancaire, donc en l'occurrence la CPR pour la France. Ça veut dire qu'il faut monter une infra. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des clients. Donc, c'est juste gigantesque. Pourquoi vous êtes attaqué à la banque ? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. On va faire court quand même. D'abord, la première chose, c'est qu'on a regardé beaucoup. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose. On s'est dit qu'on n'allait pas rester sur Captain Train. Ça a très bien fonctionné. On est tous très contents. Mais on s'est dit qu'on avait envie d'autre chose, envie de créer quelque chose de plus grand, finalement, encore plus ambitieux. On a appris plein de choses pendant toutes ces années, et on voulait vraiment les mettre. Et on s'est dit, si on refaisait Captain Train aujourd'hui, peut-être qu'on mettrait 2-3 fois moins de temps. Voilà, donc on voulait vraiment profiter de cette expérience qu'on avait, de cette expertise qu'on avait acquis sur toute la création d'entreprise, les RH, la culture, tout ce qu'on a mis en place et qu'on a mis des années et des années à peaufiner. On s'était dit qu'on allait en profiter. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, c'est vrai qu'on avait la possibilité d'avoir plus d'ambition. D'abord parce que le marché des startups n'est pas le même qu'en 2009. En 2009, moi, quand j'ai commencé, je ne savais même pas ce que voulait dire VC. Je ne connaissais pas du tout ce monde du venture capitalisme, de l'investissement, de la prise de risque, du capital de manière générale. Et donc, j'ai beaucoup découvert. On a beaucoup aussi galéré, il faut bien le dire, pour lever des fonds. À l'époque, donc en tout, on a levé une dizaine de millions d'euros pour Captain Train. Ça nous paraissait énorme. Et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'effectivement, les projets sont plus ambitieux, les gens ont plus d'expérience. Le marché aussi, de l'écosystème VC est aussi plus costaud. Et donc, on peut faire des choses plus grandes qu'en 2009. Et puis, on connaît tout le monde. Alors, pour le coup, tous les fonds nous ont refusé. Donc, du coup, à l'époque, donc, on les connaît tous. Ça, c'est l'intérêt. On aime aussi les marchés avec des grandes barrières à l'entrée. Ça, c'était aussi important. Ça faisait partie des paramètres quand on a recherché. Bon, on a trouvé peut-être la plus grande barrière. Pourquoi ? Parce que on aime aller sur des projets peut-être de plus long terme où il faut franchir cette barrière. Donc déjà, c'est une première étape. Et la deuxième chose, c'est que la barrière est dure à franchir, mais elle protège aussi. Et elle permet de prendre un peu plus son temps pour faire des choses justement plus ambitieuses. J'ai pas de jugement de valeur du tout, mais c'est vrai que nous, on aime plutôt aller sur des choses qui vont être un peu plus long terme et pas se dire on va aller sur ce que tout le monde fait en même temps.
type il y a encore quelques temps, c'était les trottinettes, et tout le monde y allait. Il y a eu d'un coup 15, 20, peut-être même 50 entreprises qui voulaient faire ça. Nous, ça, c'est pas trop notre truc. On préfère aller dans des industries où il y a un peu plus de barrières et de protection. Et de challenge. Non, mais il y a des challenges dans tout, mais ouais, voilà, là, il y en a plusieurs là quand même. Voilà. Et après, pourquoi la banque surtout La banque, parce que c'est un peu c'est pas un business d'argent, c'est un business de confiance avant tout. Et justement, avec notre expérience de service client et d'expérience client, je pense que c'est ce qu'on a réussi à créer, un lien de confiance avec nos clients. Un lien où ils étaient en sécurité avec nous, ils savaient que quand on allait leur répondre, s'ils avaient un problème, on serait là. Et la banque, c'est ça. La banque, c'est avant tout créer un lien de confiance extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que c'est une industrie où la confiance va dans les deux sens. À la fois, vous, en tant que client, de même faire confiance parce que vous allez mettre votre argent chez nous. Mais nous aussi, on doit vous faire confiance si on vous fait du crédit. Et donc, on est un peu... effectivement, c'est le marché où il y a plus de confiance, finalement. Et donc, comme on pense qu'on sait le faire, on est allé là-dedans. Ensuite, pourquoi la banque des PME ? Parce que c'est de ça qu'on parle. On pense vraiment que c'est le secteur de la banque qui a été le moins investi durant les 15-20 dernières années. Il y a eu très peu d'investissements. Alors, je ne parle pas des TPE, je ne parle pas des micro-entreprises, je ne parle pas des indépendants. Je parle vraiment nous, quand on parle de PME, c'est en gros au-dessus d'1 million, 2 millions d'euros de chiffre, donc des entreprises un peu plus matures. Et à partir de ce chiffre-là, à partir de cette étape-là dans la vie d'une entreprise, il faut de l'accompagnement. Il y a besoin d'expertise bancaire, il y a besoin justement de cette relation forte entre un chargé d'affaires, donc un humain, et pas juste un robot et une interface, un humain, et une équipe généralement qui va diriger une entreprise. Et ce lien, il est important, et c'est là que c'est dur en fait. Pourquoi il n'y a pas eu d'investissement ? Parce qu'en fait, c'est compliqué, il ne faut pas juste investir dans des systèmes informatiques, il ne faut pas juste investir dans des scripts que vont dérouler les gens, il ne faut pas juste investir dans du commercial où on va avoir 10 produits à vendre dans l'année. Il faut investir dans de la relation, il faut former les gens, c'est complexe. Et donc, c'est ce qui nous excite. La complexité, cette complexité-là, on adore ça. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dedans. Parfait, merci beaucoup. Alors, si on parle de la mise en place de la banque, donc on ne va pas rentrer dans le réglementaire parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Ceci dit, quand tu montes ton dossier d'agrément comme établissement de crédit, tu dois quand même montrer au régulateur que tu vas mettre en place une infrastructure stable, pérenne, etc. Comment est-ce que, quand vous êtes parti dans ce projet-là, est-ce que vous aviez déjà en tête toute l'infra bancaire ? Et comment vous l'avez construite ? Parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en considération, tous les éléments de gouvernance, de KYC, de KYT, les lignes de défense, toutes les mesures du risque, la compliance, etc. Comment est-ce que vous avez dessiné votre plan et comment vous avez choisi toutes les briques que vous allez assembler pour monter votre infrastructure bancaire ? Alors, on a commencé à aborder ce sujet-là en essayant de comprendre. Donc, la première chose qu'on a fait, notre premier réflexe, ça a été d'aller parler à énormément de personnes. Et on a fait littéralement des centaines d'entretiens avec tout le monde. Et on pensait que vraiment l'important, c'était d'avoir l'avis de tout le monde. C'est-à-dire des gens, des IT qui bossaient dans les banques. Exactement. Voilà, on a rencontré des CTO de banque, on a rencontré des DSI de banque, on a rencontré des chargés d'affaires, on a rencontré des clients, évidemment. On a rencontré aussi beaucoup de dirigeants de banque qui nous ont vraiment, avec énormément à la fois de passion et de gentillesse, ouvert les portes. Et, on a juste demandé. Et vraiment des gens qui sont dans des boards de banques, nous ont, des banques les plus connues, de françaises, les plus grandes banques, nous ont ouvert leurs portes parce qu'ils sont passionnés par leur métier et qu'ils ont envie de partager ça. Et voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on avait fait quelque chose avant, donc ça nous a ouvert des portes aussi. Et donc, souvent, ils ont été clients de ce qu'on a fait, donc ils ont pu comprendre ce qu'on avait fait. Ça, c'est le truc intéressant d'avoir créé un produit qui vendait un produit de masse, quoi. Donc, beaucoup nous connaissaient. Beaucoup avaient entendu parler de nous, et nous, on leur a posé plein de questions, et ils nous ont vraiment à la fois ouvert leurs portes, puis aussi ils nous ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Et en fait, on s'est rendu compte de cette frustration qui n'était pas forcément uniquement côté client, ça on l'entend beaucoup, mais aussi côté banquier. Une grosse frustration des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont en middle management et des gens qui sont au top niveau.
Et donc, on s'est dit... Vous attendiez à ça ? Non. Non, très, très franchement, on ne s'attendait pas à cette frustration, même au plus haut niveau. Parce que les discours, tout simplement, sont souvent polissés, sont souvent très lisses, et tout va bien sous le soleil, il y a vraiment aucun problème, la banque française fonctionne très bien, on a toujours des stats assez incroyables. C'est vrai elle a fait quand même sa mue, hein, depuis 2009, elle est beaucoup plus solide que ce qu'on a pu voir dans le passé. La meilleure preuve, c'est que voilà, s'il y a bien une chose qui a tenu dans cette crise qu'on vit actuellement, ce sont les banques. Mais malgré tout, elle souffre. C'est une industrie qui souffre de ne plus avoir cette relation avec le client, et qui souffre. Et alors, tu disais que le réglementaire, c'est pas passionnant. Au contraire, moi, je pense que c'est le sujet. Le réglementaire, c'est le plus passionnant. Non, je dis ça parce que mes auditeurs en ont marre que j'en parle, parce que moi aussi, je trouve que c'est intéressant. Je traite toujours un petit dossier. Tu vois, dans tous mes épisodes, il y a un petit moment réglementaire. C'est pour ça que je dis ça. Non, c'est intéressant parce que justement, c'est l'industrie de la banque, c'est une industrie qui est complexe. C'est une industrie où on va mettre beaucoup de métiers autour de la table pour faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est différent de d'autres industries. Si je reprends l'exemple de Captain Train, en gros, si on met de la technologie, du marketing et du service client, qu'on les met autour de la table, on est capable de faire quelque chose. Dans le métier de la banque, ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a plein de couches, il y a plein de choses, et que si on ne met pas 10, 12 personnes autour d'une table qui ont chacun une spécialité, on n'arrive à rien. Et que si on pense à un truc, et qu'en fait on a oublié le réglementaire, par exemple, c'est fichu en fait, on oublie le truc. On pense à un projet, on a oublié la conformité, on pense à un projet, on a oublié le marketing, on a oublié les ventes. Enfin, à chaque fois qu'il manque un paramètre dans l'équation, on va se complexifier la vie. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc chez nous, par exemple, les product managers, ils ont vraiment la complexité du métier de product manager est énorme chez nous, parce qu'il faut mettre beaucoup de gens autour de la table et il faut arriver à comprendre tous les métiers, toutes les contraintes, et tout ce qu'on veut aussi apporter dans son métier. Et même si on prend le juridique, par exemple, on peut apporter des choses sur le juridique. Par exemple, personne ne lit les conventions de compte. Qui a déjà lu une convention de compte ? À part les gens vraiment spécialisés de la question, personne. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tout simplement illisibles. Si on fait juste l'effort de dire tout ce qui est nonobstant, je vais le transformer en un mot accessible, ce qu'on appelle le plain language en juridique. On va utiliser des mots simples pour passer des informations qui doivent de toute façon être passées de manière simple. Et on a fait quelque chose en fait. On a créé quelque chose d'intéressant pour le client. Et d'ailleurs, vous pouvez lire nos conventions de service, conventions de prêt, par exemple, elles sont parfaitement lisibles par quelqu'un qui n'a pas fait de juridique, qui n'a pas fait 10 ans dans la banque. Voilà, ça c'est un truc important. Donc, cette complexité-là, elle nous a intéressés. Et donc, quand on a parlé à ces personnes dans la banque, on s'est rendu compte de cette frustration et on s'est dit qu'on pouvait régler le problème. Mais la seule façon de le régler, c'était d'y aller franco et de recommencer à zéro. Voilà, c'est vraiment un peu au bout d'un an, c'est un peu la conclusion qu'on a eue après toutes ces conversations. On a aussi parlé aux régulateurs, chose importante. On a commencé à parler avec la tutelle pour aussi comprendre quelles étaient ces problématiques. Et une fois qu'on a rassemblé toutes ces problématiques, on s'est dit, la seule façon de régler le problème, c'est vraiment de repartir à zéro, repartir d'une feuille blanche. On n'y arrivera pas si on s'appuie sur notre banque, si on s'appuie sur les systèmes existants. Vous aviez donc une validation de marché, bien entendu, pour de vos clients futurs, de cet intérêt, de cette appétence pour ces clients-là. En parallèle, j'imagine qu'en plus de toutes ces démarches auprès des banquiers, vous aviez fait des démarches auprès des clients pour valider le marché, tu vois ce que je veux dire ? Oui, on a beaucoup parlé évidemment à des clients, des dirigeants de PME de toute taille. Et là aussi, évidemment, il y a une frustration. Ça c'est bon, je l'apprends à personne. Après, il y a aussi des choses qui marchent bien. Et on s'est rendu compte qu'en fait, je vais être assez méchant, mais que tout le monde, que nos clients, en fait, jugeaient que toutes les banques se valaient. Ce qui n'est pas forcément une remarque sympa, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est au même niveau de médiocrité, mais la différence se fait exclusivement par le ou la chargée d'affaires. Et c'est cette personne-là qui va tordre un peu le système, connaître bien sa banque, connaître bien ses process, connaître bien ses clients, être proactif, qui va vraiment faire la différence énormément par rapport à des systèmes qui sont complètement dépassés.
On a des chargés d'affaires, par exemple, qui nous ont raconté, moi, j'aimerais bien faire mon boulot bien. Mais quand je prépare un rendez-vous client, j'en ai pour une demi-heure de préparation parce que j'ai 7 systèmes différents sur mon ordinateur. Il faut que je les remplisse tous. Et ça me prend une demi-heure juste de rien faire, en fait. Juste d'avoir rempli un système pour dire que je vais faire un rendez-vous client. Voilà. Et donc, on a pensé vraiment que tout ça, on pouvait l'assister de beaucoup de technologies, mais la seule façon, c'était de repartir à zéro. Donc, vous avez construit en deux mots votre infrastructure. Donc, ça veut dire que vous ne vous reposez pas sur un core banking system comme Finastra, FIS ou Sopra. Vous avez construit votre propre core banking system. Et donc, vous avez fait des connexions, par exemple, avec Swift, j'imagine, avec donc tous les systèmes bancaires, comme l'aurait fait un core banking system. C'est-à-dire que vous avez vous-même dû connecter votre système natif avec tous ces systèmes bancaires de banques correspondantes et autres. Voilà, alors on a fait le choix à un moment, on a étudié tous les core banking systems du marché. Et alors effectivement, il y a toute une ancienne génération que tu as citée. Il y a une nouvelle génération aussi qui a en gros 10 ans, des Mambu, Thought Machines, etc. Il y en a une dizaine en gros. Donc on les a vraiment tous étudiés. Et on s'est dit à un moment, en fait on a 2 problèmes avec ça. Le premier problème, c'est qu'aucun de ces systèmes ne met la relation client au cœur du système, au cœur du jeu, au cœur de la réflexion de ces systèmes-là. Or, nous, c'était vraiment la chose la plus importante, comme tu l'as compris. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pense que tous les nouveaux core banking systems, qui étaient naturellement les core banking systems qu'on aurait pu utiliser, sont pensés non pas pour révolutionner la façon dont on fait la banque, mais pour remplacer les anciens. Donc, si je m'appelle Mambu ou si je m'appelle Thought Machine, mon enjeu, ça va pas être de fournir la technologie à une structure qui va se créer, qui va essayer de réinventer les choses. Mon enjeu, ça va être d'aller récupérer les plus gros marchés, qui sont ceux des grosses banques. Et donc, ces logiciels sont très bien, hyper fonctionnels, ils sont utilisés par beaucoup de structures, mais ils sont avant tout faits, à notre avis, pour remplacer les anciens, et donc ils sont sur la même architecture, sur les mêmes bases. Il ne faut pas qu'il y ait trop de différence si on veut pouvoir remplacer brique par brique un ancien système. Voilà, donc alors ça c'est deuxième chose, et puis en fait, j'en rajoute un troisième. La troisième chose, c'est qu'on savait le faire, puisque notre métier c'est aussi de faire la technologie. C'est ma formation, et puis aussi on aime bien ça, on aime créer de la technologie, et donc on s'est dit qu'on était capable de faire ça. Donc on a créé notre propre core banking system, effectivement, et du coup c'est un peu plus long. Alors par exemple, tu as cité Swift. On n'est pas encore connecté à Swift, on va le faire, j'espère, assez vite. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps. Mais par contre, derrière les fondations qu'on a faites, on a pris une avance en fait sur tout le monde qui est phénoménale. Oui, sans compter que derrière, tu peux commencer à proposer des nouveaux services. Tu fais développer ton équipe sur un certain type de service, et demain, je dirais presque, tu peux déployer un service vraiment comme tu le souhaites, c'est-à-dire complètement adapté aux besoins de tes clients, être beaucoup plus malléable, flexible par rapport aux besoins et aux retours en fait de tes clients. Tout à fait, on est maître du jeu. Pour donner un exemple sur les produits qu'on a fait récemment, donc on a créé par exemple un découvert. Qui pourrait être un produit, on dit c'est normal d'avoir un découvert dans une banque. Oui, c'est vrai. Ce produit, on l'a créé en 6 semaines. 6 semaines, quand on regarde une roadmap de banque traditionnelle, en 6 semaines, on a à peine fait les réunions nécessaires pour se dire que peut-être il faut faire une réunion d'après pour peut-être décider de commencer quelque chose. Là, on a de bout en bout, en gros, en 6 semaines, on a sorti quelque chose sur le marché et qui est parfaitement fonctionnel, qui respecte parfaitement la réglementation, qui est testé et qui est certainement plus efficace que ce qu'aurait pu faire n'importe quelle banque. Très bien. Et alors, l'un des points qui est important aussi, qui est, je dirais, un point souvent bloquant dans les établissements financiers, c'est la source, la donnée client, qui va être ça. Quand on en avait parlé précédemment, c'était un point qui m'avait marqué. C'est vrai que dans les établissements financiers, il y a plusieurs sources de données qui concernent un client. Donc, tu te retrouves avec des discrepancies formidables, alors que le fait que vous avez vous-même construit votre solution, vous avez une source unique de données clients que tu changes quand nécessaire, et donc c'est beaucoup plus facile, je dirais, pour administrer au quotidien. Voilà, c'est l'avantage de partir d'une feuille blanche. Quand on a fait les entretiens avec justement tous ces DSI, CTO, qui nous racontaient leurs galères et littéralement les centaines de millions d'euros
et à l'échelle de la France, c'est peut-être même des milliards qui sont dépensés, juste pour aller réconcilier. Donc la réconciliation, c'est vraiment un énorme problème des banques traditionnelles. J'ai plein de sources de données. J'ai mis la compta d'un côté, j'ai mis mes données clients de l'autre. Voilà, tout ça ne se parle que parce que je fais l'effort de réconcilier les choses. Et à la fin, j'ai un taux de réconciliation qui n'est même pas de 100%. Donc en fait, je ne suis même pas capable de savoir parfaitement ce qui se passe dans mon système. Ça, c'est vraiment dur à réaliser et à gérer pour une banque. Et donc, la chance qu'on a eue, effectivement, c'est de repartir des zéros. Et donc, on a une source de vérité qui est infalsifiable, que nous-mêmes ne pouvons pas aller corriger a posteriori. C'est-à-dire que si on fait une erreur, si on s'est trompé sur quelque chose, on va aller créer un événement qui va corriger l'erreur. Donc on voit dans notre système tout ce qui s'est passé, étape après étape. Et on n'a qu'une source de vérité. Donc ça c'est important. Et puis par exemple pour les données clients, donc les données personnelles qui sont des données qui sont très bien régulées maintenant, elles sont aussi isolées à un endroit du système, un seul. Donc si vous nous demandez un jour de supprimer vos données parce que vous en avez le droit, eh bien pour nous c'est littéralement une seconde, c'est un clic sur un bouton et tout le système vous a oublié, en tout cas vous a anonymisé, et l'intégralité du reste du système ne traite jamais de vos données personnelles. Donc, ils n'ont accès qu'à des ID, qu'à des identifiants qui permettent d'accéder à la donnée personnelle. Mais du coup, voilà. Donc, si vous demandez à une banque traditionnelle, par contre, de faire exactement la même chose, je pense que vous en avez pour plusieurs années. Et tu n'es même pas sûr que ce soit... Et on n'est pas certain, effectivement, que ça soit réalisé complètement. Il y a du papier. Comment on fait avec le papier ? Nous, on n'a pas de papier, mais comment une banque fait pour supprimer des données personnelles qui sont stockées dans des étagères ? Voilà, c'est ce genre de problématique, effectivement, qu'on peut résoudre assez facilement quand on commence une page blanche. Parfait, merci beaucoup. Alors, si on se focalise maintenant sur l'offre, donc tu as parlé de ce découvert, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des services que vous avez lancés, puisque donc vous avez reçu votre agrément de la CPR, donc maintenant que vous pouvez opérer et vous avez donc déjà pas mal de clients qui vous ont rejoint, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver chez vous ? Est-ce qu'il y a un compte courant, il y a du financement ? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux ? Alors, on fait tous les métiers de la banque. Les trois métiers de la banque, c'est le dépôt, le crédit et le paiement. Et donc, notre licence, qui est effectivement une licence qui est donnée à la fois par la CPR, mais aussi par la BCE, donc qui est une licence européenne, nous permet de tout faire. C'est une sorte vraiment de... Alors, évidemment, on indique ce qu'on fait aux régulateurs. Ils ne vont pas être surpris un jour de ce qu'on fait, mais nous permet d'avoir énormément de liberté dans nos décisions et dans ce qu'on propose. Donc, aujourd'hui, on propose aux PME 3 abonnements. Ces abonnements correspondent à des typologies de PME. En gros, il y a généralement les holdings qui vont prendre un abonnement basique à 49 €. Un abonnement qui est à 149 € pour des structures un peu plus grosses. Par mois ? Par an ? Par mois. Donc des structures qui commencent à avoir un peu plus d'employés, de complexité, et puis une formule qu'on appelle illimitée à 399 €, qui permet de faire autant de virements SEPA qu'on veut, de faire plus de choses, et puis d'avoir plus d'utilisateurs, etc. Et dans ces 3 formules, on a accès à quasiment à chaque fois au même produit, à la fois un compte courant, tout simplement, qui permet de faire tous les virements SEPA, les prélèvements. On a accès à un découvert. Alors, ce compte est rémunéré, chose importante. On est la seule banque en France à le faire, donc je le dis. On rémunère sur les 2 plans les plus chers ces comptes courants. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous déposez, en tant que PME, vous déposez votre argent et cet argent est rémunéré. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On a un produit de découvert et aussi on est capable de faire du crédit, ce qui est unique. Alors pour les nouvelles structures, on a vraiment une structure qui nous permet de faire du crédit. On est une vraie banque, donc on a une équipe risque, on a une responsable des engagements, on a des analystes, on a des chargés d'affaires, et toute cette équipe est capable de prendre des décisions de crédit, donc de juger d'un risque et d'engager la banque dans des crédits. Et donc on doit respecter tous nos ratios, exactement comme une banque traditionnelle qui a 100 ans. On a les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités, les mêmes droits aussi.
Alors, il y a un des points qui m'a amusé parce que j'étais un petit peu à côté de la plaque quand on s'est parlé la dernière fois. C'est pour l'ouverture de compte. Moi, je m'imaginais que quand tu ouvrais un compte chez MemoBank, tu te connectais, tu envoyais ton CABIS, tes comptes annuels, et puis tu faisais ton petit selfie, etc. Donc, c'est comme ça que je m'imaginais. Et puis, alors, j'ai été un petit peu farfouillée sur votre site internet et j'ai vu, en cas d'ouverture à distance, une deuxième carte d'identité est requise. Alors, du coup, je te pose la question, comment on ouvre des comptes chez vous? Le process n'est pas effectivement on n'est pas sur un public qui a besoin d'ouvrir un compte en 2 minutes et de repartir avec une carte. C'est pas du tout notre cible. On est sur des structures qui ont déjà des comptes, qui ont déjà plusieurs banques, en moyenne 2 banques et demie. Donc elles savent comment ça fonctionne. Et on est aussi dans une démarche d'accompagnement. Donc nous, on a besoin de comprendre aussi ce que fait l'entreprise pour bien l'accompagner derrière. Donc on a des chargés d'affaires. Aujourd'hui, on en a 6. 4 à Paris, 4 sur l'Île-de-France et 2 dans la région lyonnaise. Et on est capable de s'adresser à tout le monde en France. On a cette démarche donc d'avoir cette relation. Donc ça commence d'abord par ça. Donc nos clients vont nous contacter. Très rapide, ça se fait pas. C'est quasi instantané, mais vont nous contacter. On va les rappeler immédiatement pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, quel est leur projet. On est parfois dans des projets de juste, je veux ouvrir un compte parce que je veux me diversifier, parce que j'ai besoin d'une autre banque. Souvent, c'est le cas. Mais aussi des cas de, j'ai un vrai projet de financement. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, avoir votre accompagnement. Donc, ça, c'est projets de financement. Donc là, par exemple, on vient de faire notre premier LBO aujourd'hui. C'est signé là. Ça peut pas se faire par une interface où on envoie juste sa carte d'identité et puis allez-y, financez-moi. Il faut qu'on comprenne, il y a énormément de temps. Souvent, on sous-estime. Moi, personnellement, je sous-estimais à quel point ça prend du temps et de l'expertise d'aller faire ce genre d'opération. C'est assez coûteux. La banque, elle prend du temps vraiment pour comprendre. Et c'est pour ça que c'est un coût pour le client après. Et donc, on a besoin de comprendre. Parce qu'après, c'est ça qui va nous faire gagner du temps. Gagner du temps au tout départ, c'est important quand on a un particulier et qu'on veut tout de suite sa carte de crédit. On est dans la commodité, comme j'expliquais. Donc là, vraiment, c'est très simple. On sait ce qu'est une carte de crédit. On sait ce qu'est un compte. On n'a pas besoin, juste, je suis un tel, je vous donne ma carte d'identité, ouvrez-moi un compte. Dans notre cas, nous, bien sûr qu'on serait capable de faire ça, mais dans notre cas, on veut vraiment accompagner l'entreprise. Notre objectif, c'est justement de redonner un peu ces lettres de noblesse aux banquiers pour qu'ils puissent accompagner sur le long terme nos clients. Et tout ça, ça va nous faire gagner du temps derrière. Parce que si vous nous appelez et qu'il y a toute une équipe en face qui a votre fiche client, qui connaît parfaitement, qui est capable de récupérer l'historique, qui est capable de bien comprendre votre business, vos cycles d'exploitation, votre organisation, votre historique. Et en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais une des choses qu'on a analysées au tout départ, quand on a eu des entretiens avec nos futurs clients, c'est que chaque PME est différente. Mais vraiment à un point qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'il y a des PME qui vont avoir des business différents, qui vont avoir des saisonnalités différentes, des organisations, des histoires, des structurations sur la banque, la gestion de la trésorerie, des taxes différentes. On a des PME qui sont franco-françaises, d'autres qui sont complètement européennes. Et en fait, à chaque fois, si on prend toutes ces variables et qu'on les multiplie, à la fin, on a vraiment à chaque fois une PME différente. Ce qui est moins le cas dans des structures plus petites. Du coup, on doit comprendre, si on veut vraiment répondre efficacement, si on veut que à chaque question qu'on nous pose, on réponde de manière intelligente, il faut qu'on comprenne toute cette complexité-là. Et cette complexité, ça prend un peu de temps. C'est ça qui est compliqué. Si tu nous parles de Memo, parce que donc vous avez été créé avant d'avoir cette licence, donc d'être capable d'opérer, est-ce que tu peux nous présenter cette société et nous faire un petit point sur les différentes levées que vous avez faites, et vous avez des advisors qui vous accompagnent, et nous en parler également en 5 minutes. 5 minutes, d'accord, j'allais vite. Alors, on a démarré avec notre propre financement au départ. Donc, pendant 2 ans, on s'est financé nous-mêmes, on a créé notre équipe.
Et on a fait un premier tour de 6,7 millions en 2018, du coup. Au moment où on s'est dit, OK, c'est bon, ça commence à prendre forme, on a quelque chose, on a une équipe, on commençait à comprendre vraiment quels étaient les paramètres, là où on devait appuyer. On a aussi pris la décision de faire notre propre core banking system. On avait fait tout un tas de choix qui nous permettaient de dire, OK, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on aille chercher cette licence. On avait aussi beaucoup discuté avec le régulateur, qui c'est important, et on pensait qu'il était ouvert à prendre cette décision pour la première fois. Du coup, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc, on a rassemblé un ensemble de business angels qui nous avaient déjà suivis sur Captain Train ou qui avaient regretté de ne pas nous suivre ou qu'on a rencontrés entre-temps. Et on s'est dit, on va faire une levée comme ça. Et puis, en fait, un peu par hasard, le fonds Daphne, moi, je connaissais Pierre-Éric Lebovici, donc, qui est la personne de Daphne à qui on a fait le deal. Je lui ai parlé de ce projet et il m'a dit, moi, j'en suis. On se connaissait, on se faisait confiance, donc c'est allé très vite. Et on a pu faire ce premier tour qui nous a, avec unique objectif, avoir la licence et créer ce core banking system. Et donc créer une équipe qui soit assez solide, évidemment, pour que le régulateur nous donne le feu vert. Et au moment où on a fait ça, un peu en avance d'avoir l'agrément, et on pensait on était à peu près certain de l'avoir, on a refait une nouvelle levée de fonds, cette fois de 20 millions d'euros. Avec un fonds qui s'appelle Blackfin Capital Partners, qui a une particularité, c'est qu'il a été créé par les anciens fondateurs de ce qui s'est transformé en Fortuneo. Donc des gens qui connaissent très très bien ce monde dit fintech, mais ils font toutes sortes de choses. Il ne faut pas que de la fintech. Ils connaissent parfaitement ce métier. C'est des gens qui comprennent bien. On a aussi levé donc avec BPI qui nous a rejoints, avec Founders Future aussi, un fonds qu'on aime beaucoup, qui accompagne des startups, qui est très dynamique et qui a aussi ce focus sur la finance. Et puis plein de business angels dont on est très très fiers, parce que nous accompagnent vraiment. On leur demande aussi beaucoup. On leur demande pas mal de conseils. Et qui, pour la plupart, des modèles et des gens qu'on respecte énormément et avec qui on apprécie travailler. Voilà, et effectivement, on a un conseil de surveillance. Donc, on a organisé un peu différemment d'une boîte traditionnelle, puisqu'on n'a pas de conseil d'administration. Nous, on est sur ce qu'on appelle une structure duale, avec un directoire qui dirige l'entreprise et un conseil de surveillance, donc qui surveille l'entreprise. C'est assez peu commun en France. Mais c'est des structures qui sont assez intéressantes et qui correspondent à ce que aussi les superviseurs veulent voir. Et dans ce conseil de surveillance, on a nos investisseurs dont j'ai parlé, mais on a aussi des gens comme Ronan Lemoyle, qui est notre président du conseil de surveillance, que tu connais, que tu as interviewé récemment, dont j'ai écouté l'épisode. On a aussi des gens comme Gilles Denoyel, qui a fait 40 ans de banque et qui est assez connu dans ce milieu, qui nous a énormément aidés pour nous faire comprendre comment tout ça fonctionnait et qui nous aide encore aujourd'hui. On a une personne qui s'appelle Jacques Vera aussi. Jacques, il aime bien les barrières à l'entrée aussi, puisqu'il s'est attaqué au monde des télécoms et au monde de l'énergie. Voilà. Et c'est un conseil, et puis il était aussi au conseil d'administration, je crois, d'HSBC. Donc c'est des gens qui comprennent bien la banque et qui sont aussi capables, on a aussi cherché des gens qui soient capables de nous dire à un moment, attention, ne faites pas ça, faites ça, allez, vraiment un organe qui puisse nous conseiller et nous éviter de faire des bêtises, parce que ce qu'on fait est évidemment très sensible. On a la volonté de faire très 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 attention à ce qu'on fait. Évidemment, on a une licence qui nous oblige. Oui. Et voilà, et donc on prend toutes les mesures de sécurité possibles pour éviter les bêtises. Parfait, merci beaucoup. Vous êtes présent pour le moment à Paris et à Lyon. Ce que tu m'expliquais, c'est que, ça c'est intéressant, je vois le temps qui tourne, mais je suis désolée, j'arrive pas à arrêter la discussion, c'est que en fait, vous vous percevez comme une banque régionale, c'est-à-dire que même dans la façon dont vous allez attaquer les marchés européens, c'est aussi comme ça que vous le concevez. Tu peux nous dire un petit mot à ce sujet-là? Et un autre point que j'aimerais que tu précises, c'est la différenciation, parce que les auditeurs ont bien compris que vous étiez une banque comme par exemple HSBC ou Société Générale. En quoi vous vous différenciez d'une néobanque, pour ceux qui n'auraient pas vraiment saisi la différence? Oui, alors on a vraiment une ambition européenne. Nous, c'est
pour nous, c'est important de faire la première banque européenne pour les PME. Il n'existe pas aujourd'hui de structure européenne. On a des marques européennes. Alors évidemment, on connaît BNP, on connaît Société Générale, un peu partout en Europe. Ce sont des marques qui sont assez fortes. Par contre, techniquement derrière et opérationnellement, ce sont des banques différentes. Pourquoi ? Parce que ces structures ont fait des rachats, elles se sont organisées par pays, et généralement, quand je suis à Lille, j'ai une entreprise, j'ai une PME à Lille, concrètement, je veux aller en Belgique, je me dis, je vais aller chez ma banque, en fait, qui a la même pancarte, mais en fait, j'ai face à moi une équipe entièrement différente, des process différents, un PNL différent, des objectifs différents, en fait, c'est une autre banque, tout simplement. Et donc, oui, elles ont la même marque, mais en fait, c'est une autre banque, ils ne se parlent même pas, ils ne se connaissent pas. Voilà. Donc, nous, on a envie de créer cette structure européenne, où en fait, c'est le même système qui gère l'intégralité de l'Europe, et des équipes qui se parlent, qui savent parler anglais, c'est une chose toute bête, mais qui savent parler anglais, qui savent échanger avec leurs collègues un peu partout. Donc, on a cette vision européenne. Par contre, effectivement, c'est ce que tu disais, avec des ancrages régionaux. On s'adresse à des PME qui généralement sont dans les métropoles, très peu en fait dans les endroits où il y a moins de population, mais ça arrive de toute façon et on est capable de le faire, mais souvent elles sont dans les métropoles. Donc on a une approche ville par ville, métropole par métropole. Et pour nous, en fait, faire de la banque à Strasbourg, c'est assez différent de faire de la banque à Brest, ou c'est assez différent de faire de la banque à Marseille. Déjà, en France, on a des subtilités, on a des façons différentes de gérer la banque. Et c'est le cas aussi, on fait pas dans d'autres pays. On ne fait pas de la banque à Naples comme on fait de la banque à Milan. On ne fait pas de la banque à Hambourg comme on l'a fait à Munich. Et donc, ces différences-là, ces subtilités du terrain, elles doivent être prises en compte dès le départ. Donc, on a cette vision de dire, on ne va pas faire l'Allemagne, on ne va pas faire l'Italie, mais on va faire plutôt, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas un plan décidé, mais on va faire plutôt Milan. Et on va faire plutôt Hambourg. Voilà, parce que ce sont des villes qui nous intéressent, qui correspondent à notre tissu, qui correspondent à notre client. Et on a trouvé sur place des gens, parce que c'est aussi une question d'affinité, de faire les bonnes rencontres. On a trouvé sur place des gens qui connaissaient parfaitement leur métier et le tissu de l'entreprise régionale. Et on est capable d'aller sur ce coin-là. Donc c'est exactement ce qu'on a fait à Paris. On a des gens qui connaissent parfaitement leur coin. Idem à Lyon. Et si un jour on rencontre des gens à Bordeaux ou à Hambourg ou autre, on est capable de le faire. On a une banque. Alors justement, ça fait le lien avec ta deuxième question. On a une licence qu'on appelle une licence d'établissement de crédit. Donc, c'est une licence européenne qui est délivrée par la BCE. On est contrôlé et supervisé par l'ACPR localement, donc le superviseur français. Mais on peut aller partout. Donc ça, c'est aussi l'avantage de cette licence, c'est qu'on a, en gros, on a besoin de demander l'autorisation évidemment au superviseur, mais c'est plutôt superviseur local, mais c'est plutôt une formalité, et donc on est capable d'aller vraiment n'importe où en Europe assez simplement. Et donc on a une assez grande différence de licence avec d'autres structures qui ont pu se créer. Donc il y a un peu deux façons de procéder, on va dire, pour aborder le marché des PME. Soit on va prendre la licence, on va prendre une licence qui est plus petite, qui permet de faire moins de choses, mais qui permet de valider certaines choses. Et donc, je vais être au début, par exemple, mandataire d'établissement de paiement. Donc, c'est une autre licence qui permet de faire du paiement, comme son nom l'indique. On ne peut pas faire de crédit, on ne peut pas faire de dépôt non plus. On peut faire du paiement. Et je vais être mandataire d'établissement de paiement. Donc, en gros, je vais emprunter la licence de quelqu'un pour tester mon projet. Ensuite, je me dis, je vais devenir établissement de paiement parce que je vais avoir ma propre licence. Puis après, je vais devenir établissement de crédit parce que j'ai envie de faire du crédit, j'ai envie de faire du dépôt, j'ai envie d'être plus libre. Et nous, on a pris une logique qui est de dire, non, ça, c'est possible. C'est possible, mais on a vu, par exemple, N26 le faire. En Allemagne, qui est donc une banque B2C. Et on a vu à quel point ça les a embêtés par la suite parce que on se traîne l'histoire tout simplement derrière, à la fois sur le plan technique, sur le plan de la culture de l'entreprise. Nous, on a une culture d'entreprise qui est tournée autour du risque. Pas que ça, évidemment, mais on a une vraie culture du risque en interne. On forme les gens au risque. Le risque, c'est notre métier de banquier. Le métier de banquier, c'est de comprendre son risque. C'est pas de pas prendre de risque, c'est de comprendre son risque et de bien le tarifer, en gros. Et donc, cette culture-là, elle est importante à tous les niveaux. Je disais, il faut mettre beaucoup de gens autour d'une table. Tous les gens autour de la table doivent avoir cette culture de risque, sinon, on va dans le mur. Sinon, on fait prendre du risque à nos clients et on fait prendre du risque à la banque. Donc, cette culture de risque, elle est fondamentale et on a pensé, nous, que c'était important de l'avoir dès le départ. Parce que déjà, nous, on ne l'avait pas. Donc, il a fallu qu'on se forme. Il a fallu qu'on comprenne.
Il a fallu qu'on mette les bonnes personnes en face de nous pour qu'ils nous expliquent ce qu'était savoir gérer du risque. Et du coup, on a envie que toute l'entreprise ait vraiment cette culture-là. Parce que c'est ce qu'on n'aura pas à faire dans le futur. Tout à fait. Et les structures plus légères, j'ai encore une fois, pas de jugement de valeur, mais faire ce travail quand on est 50 personnes, et qu'on a une culture qui n'est pas du tout risque, c'est beaucoup d'efforts, c'est énormément de travail, et potentiellement, on l'aura peut-être jamais. Parce qu'en fait, la culture d'une boîte, c'est pas quelque chose qui se décide, c'est pas quelque chose qui se crée, c'est les personnes qui font la culture de la boîte. Donc nous, on a des personnes qui sont dans cette optique-là, qui nous rejoignent parce qu'ils ont envie soit d'apprendre, soit parce qu'ils ont déjà cette culture du risque. Et donc ça, pour nous, c'était fondamental. Parfait, merci beaucoup. Bon, Jean-Daniel, malheureusement, le temps file. Je pense que c'est mon épisode le plus long. Sans surprise. J'en suis fier. Est-ce que tu peux nous recommander une lecture, hormis celle de Jonathan Lefebvre, que l'on salue bien? Le dernier livre qui m'a marqué, que je recommande pas mal autour de moi, c'est un livre qui s'appelle The Code, qui est un livre qui a été... alors, on reste dans l'univers des startups. Hein. Ouais. J'ai aussi d'autres livres moins techniques, moins startups, mais je trouve que celui-là est vraiment intéressant. C'est une historienne américaine qui s'est intéressée à l'histoire des startups. Et a vraiment commencé avec le tout début de comment, en gros, la Silicon Valley s'est créée. Donc, les années vraiment 50. Et qui arrive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à les Facebook et autres. Et je trouve ça, moi, toujours fondamental, et on le fait aussi dans la banque, de comprendre d'où on vient, de comprendre l'histoire. Et de comprendre comment des décisions ont été prises, comment on en arrive à des structures type Facebook ou autres, comment le venture capitalisme s'est créé, quels sont ses ressorts, comment les gouvernements américains se sont appuyés là-dessus, ou au contraire ont lutté contre. Et je pense que c'est la meilleure façon de comprendre justement la culture de ce qu'est aujourd'hui la Silicon Valley, de manière plus générale, ça s'est un peu étendu aux États-Unis, mais la Silicon Valley est quand même spéciale, et de comprendre à quel point les décisions qui sont prises et qui sont pas forcément aujourd'hui, moi, que je considère comme pas forcément pas bonnes du tout, des décisions culturelles chez Facebook, par exemple, d'atteinte à la vie privée, qui nous ont même entraînés dans des crises, en fait, littéralement. Par quel ressort, quelle est l'histoire, en fait? Et en fait, c'est pas juste, je dis n'importe quoi, c'est pas juste Mark Zuckerberg. C'est toutes les personnes qui l'accompagnent autour. Et quelle était leur histoire. Et pourquoi ils prennent ces décisions? Parce qu'eux aussi, ils ont été accompagnés. À quelle philosophie ils vont suivre? Quels sont vraiment ce qui les guide? Et je trouve ça vraiment passionnant. Parce qu'en fait, on se rend compte à quel point il y a du storytelling là-dedans. C'est à quel point elle nous ouvre les yeux sur ce storytelling, et qu'en fait, oui, c'est beaucoup de storytelling, et c'est là qu'ils sont très très forts. Mais derrière, il y a des réalités un peu plus dures, un peu plus cruelles. Et l'histoire est souvent un bon moyen d'ouvrir les yeux là-dessus, et d'oublier un peu le storytelling. L'histoire, c'est du storytelling souvent, hein, et ça date pas de la Silicon Valley. On le voit avec nous, on a nos figures de storytelling qui l'ont fait eux-mêmes, comme Napoléon ou d'autres, mais aussi le font, en fait. Et revoir la réalité avec des yeux, avec un filtre différent, c'est extrêmement, je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça permet pour nous aussi, qui devons nous inventer en tant qu'Européens sur ces technologies, qui vont prendre des décisions. Là, on voit, c'est vraiment, on est dedans. L'Europe est en train de prendre des décisions justement par rapport à ça. Je pense que on est en train d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. On s'est laissé entraîner dans des décisions américaines, mais notre culture elle est différente. On a une histoire qui est différente. Et on est capable aussi, je pense que c'est important si on veut créer quelque chose en Europe qui soit solide et qui correspond vraiment à notre culture, à notre façon de faire. C'est important du coup de comprendre comment on en est arrivé là, et puis de créer notre propre histoire. Voilà. Donc je trouve que ce livre, alors il est gros, hein. Prenez-le pour les 3 semaines d'été en vacances, c'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas décroché parce que il est très bien écrit, et il est vraiment, on découvre plein de choses. Donc voilà. Merci Jean-Daniel. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!